Il existe sur les voies de la connaissance de soi celle qui nous emmène vers le Tao. Et comme cette vidéo, c'est un chemin qui se marche pour en extraire l'essence. Soyez curieux et écoutez vraiment les images qui vous sont transmises ici par un homme qui a justement arpenté les chemins et les sentiers de la connaissance de soi et qui en a tout bonnement fait le tri. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter Jean-Michel Baucher. Respirez. Bienvenue sur Calcédoine. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Karine. Merci beaucoup d'être là. Alors, ne cherchez pas Jean-Michel sur les réseaux, vous ne le trouverez pas. C'est voilà une première aujourd'hui et je suis très heureuse que ce soit sur Calcédoine. Merci déjà pour ça. Merci d'être là pour nous pour cet instant et merci d'être là depuis plus de 30 ans, je crois, à accompagner l'humain dans l'harmonisation de son être. Alors, avant d'aller plus loin, évidemment, dans cet échange, on va avoir besoin de te connaître, Jean-Michel. Est-ce que tu veux bien, est-ce que tu acceptes, je sais que tu n'aimes pas ça, mais est-ce que tu acceptes de nous dire un peu, comment on pourrait dire, tes titres, tes grades ou tes diplômes? Je vois la tête qui commence. Mais voilà, on a besoin de te connaître et ça me semble important, toi qui tiens à l'humilité. Aujourd'hui, moi, je tiens justement à mettre plutôt en lumière ça et c'est important. Donc, est-ce que tu es d'accord pour nous donner un Bah, petit peu de ces il faut éléments? bien, hein. On D'après ce que j'ai t'écoute. compris, hein. Bah, j'ai commencé, j'étais tout petit, j'étais en voiture avec mon père, et puis il a commencé à discuter avec moi, et je lui ai dit que j'avais des endroits sur mon corps, quand je mettais les doigts dessus, ça faisait des trucs sur mon corps. Et donc comme j'avais 8 ans, à peu près, je crois, euh, voilà. Il a fallu éteindre tout de suite ces velléités-là. Et donc, ça s'est enfoui jusqu'à l'âge de 30 ans. Et donc, j'ai eu une enfance un petit peu difficile sur le plan de la santé, avec des problèmes ostéo-articulaires, des allergies à répétition qui est complètement incapacitantes, hein. Quand je travaillais, quand j'étais adulte, je travaillais dans la finance et j'étais en costard. Et, mais on pensait que j'avais fait pipi des deux côtés. Parce que mes poches étaient trempées de l'eau qui sortait de mon nez à cause des trois ou quatre mouchoirs qu'il y avait dans chaque poche et qui étaient complètement détrempés. Et puis un jour, j'ai eu des problèmes ostéo-articulaires. Moi, j'étais complètement bloqué. Je pensais que tout mon corps était en train de mourir, simplement, hein. Qu'on essayait de me séparer la tête du tronc. J'avais une douleur dans le rachis. Et puis, il y a un type qui est venu à la maison, qui m'a tripoté sur deux, trois trucs, notamment aux genoux, sur les genoux, sur la cuisse. Et tout d'un coup, ça s'est libéré. Donc là, je me suis dit, mon côté rationnel, il m'apportera pas de solution. Et ça m'a déjà dégrossi sur cette réminiscence qui est venue. En fait, de quand j'étais petit, je savais qu'on pouvait faire ça. Et c'est quelque chose qui a été étouffé, évidemment, dans l'œuf. Parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces enfants qui parlent bizarrement et qui disent des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment exploiter. Et ça fait peur. Et donc, voilà. Mais par contre, j'ai pratiqué des trucs comme le judo. J'ai fait un bref passage par le karaté, mais j'aurais bien aimé donner des coups. Mais en fait, j'aimais pas les recevoir, donc ça n'allait pas. Quand on a même pas 10 ans, ça paraît bizarre de se faire taper dessus, hein, de se faire projeter au sol, etc. Surtout pour des petits occidentaux dont c'est pas la culture. Et puis, petit à petit, voilà, il y a des choses qui sont développées. Euh, En fait, je suis tombé dans le dev perso par le biais d'un ami qui était presque mon mentor en fait quand j'avais 20 ans. Et donc là, j'en ai un peu plus de 60. Et donc, ça fait 40 ans que je traîne là-dedans à travers tout un tas de pratiques, de techniques. Voilà.
et puis un jour, je me suis fait former la personne qui m'a soigné il y a un peu plus de 30 ans. Je lui ai dit, mais je veux comprendre pourquoi ça arrive et pourquoi simplement tu me parles, il y a des choses qui se débloquent et que quand je vais chez le chiro, ça marche pas, quand je vais chez l'ostéo, ça marche pas bien, ou ça revient, ça dure peu. Et puis quant aux anti-inflammatoires, j'en ai tellement pris que en injection, en comprimé, j'ai tout essayé, quoi. Quand on souffre à peu près 8 à 9 mois de l'année, en faisant en plus des cures, quand j'étais petit, j'ai fait des années, 6 ou 7 ans de cures, enfin, j'ai tout fait. Et là, ce type, en fait, a tout solutionné en 6 mois. Et il a tout solutionné en 6 mois. Je dirais même qu'aujourd'hui, maintenant, avec le recul, je comprends qu'il n'a rien solutionné du tout. C'est surtout que moi, j'ai solutionné. Il m'a donné les moyens de solutionner mes problèmes. Et donc voilà, j'ai trouvé ça formidable. Donc c'était l'énergétique chinoise impériale, parce qu'en Chine comme en France, c'est la même chose, hein. Il y a d'un côté l'allopathie, c'est-à-dire l'acupuncture, les moxas, la phytothérapie, etc. Tout ça, c'est de l'allopathie, hein. Alors verte, très bien, mais quand même, allopathie, ça veut bien dire je suis en guerre contre. Euh, Quand on travaille dans un système harmonique, avant même d'injecter quelque chose, que ce soit par la bouche, par le nez, par le sang ou par l'anus aussi, hein, tout est possible hein, chez l'être humain. Il a découvert des tas de choses pour intervenir. Et il adore d'ailleurs, hein, plus celui qui est à l'extérieur, en général, qui adore plus que celui qui est à l'intérieur, qui se dit qu'est-ce qui m'arrive. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette vision impériale, on parle, on discute, on explique et on essaye de changer le regard qu'on porte sur le problème. C'est-à-dire que un autre regard que le sien propre, ça nous aide à bouger. On retrouve ça aussi dans des pratiques psychothérapeutiques occidentales. On nous dit, prenez une chaise, mettez 8 personnes autour, faites un dessin de la chaise, et en fait, vous avez 8 dessins différents, et pourtant, c'est la même chaise. Donc, on a le même problème avec huit angles différents. Et donc, en fait, la médecine chinoise, elle apporte ça. C'est-à-dire, à l'origine, hein, pas telle qu'elle est inféodée par ce qui se passe aujourd'hui avec un impact occidental là-bas. On vend du labo très bien là-bas. Mais c'est pas grave, parce qu'il faut tout pour faire un monde aussi, hein. J'ai rien contre non plus. Chaque chose a sa place. Dans le Tao, c'est ça aussi. On accepte tout ce qui existe. Voilà. Donc aujourd'hui, l'étiquette, même si c'est pas le propos, mais donc on peut dire que tu es comment, quoi, médecin chinois? Ah non, 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 non. La médecine chinoise aujourd'hui, en fait, on l'appelle la MTC. Donc la médecine traditionnelle chinoise. Moi, je suis allé en Chine plusieurs fois. La Chine, c'est 6 000 km de large, 3 000 km de haut à peu près, ou 4 000, je sais plus. 56 minorités, dont une majoritairement dominante, les Han. Et dans toutes les minorités que j'ai vu des principes de médecine différents. Donc, qu'on ose dire qu'on fait de la médecine traditionnelle chinoise, j'ai beaucoup de mal à comprendre, puisque on pourrait dire à la limite, pratique une ou un type de médecine chinoise qui est plus ou moins traditionnelle. Euh, alors pourquoi? Bah parce que 56 minorités, déjà tu imagines, les langages sont complètement différents. Les Chinois ne se comprennent à l'origine que par l'écriture. Le gouvernement, depuis la Révolution de 49, euh, ils ont imposé en fait la langue chinoise, le mandarin, mais le cantonais, c'est le langage des affaires. Et le cantonais, c'est le sud de la Chine, et le sud de la Chine, c'est plus de 27 ou 28 minorités. Donc c'est le tiers sud de la Chine. Donc c'est énorme. Donc on ne peut pas parler, on aime bien nous mettre des mots comme empire, hein, mais c'est un agglomérat de provinces qui contient un agglomérat de cultures et d'ethnies différentes qui ont des visions qui se croisent, qui se rejoignent, mais ne se calquent pas l'une sur l'autre. La médecine traditionnelle, alors traditionnelle, ça voudrait dire que ça n'a pas évolué depuis.
Bah, c'est ça. Disons que c'est des crétins, ce sera plus simple hein, pendant qu'on y est. Euh, on peut pas dire traditionnel, c'est pas possible. Et on peut pas dire là non plus. On peut dire les. Euh, voilà. Alors, chinoise, bon, ok, c'est un terme générique, mais est-ce que c'est Thaï, est-ce que c'est Bai, est-ce que c'est Rui, est-ce que c'est Yi, est-ce que c'est Nashi? Euh, En tout cas, tu soignes les corps, les êtres. avec le bout des doigts. Avec le bout des doigts, parce qu'en fait, à l'origine, acupuncture, c'est acupuncture et moxa. Et donc, acupuncture, c'est aiguille. Donc, en général, c'est métallique. Même si on nous dit dans les textes anciens que l'acupuncture se pratiquait avec des premières aiguilles en os. Je sais pas, j'étais pas là. Et ensuite, par les moxas, c'est le feu, la moxibution, hein. C'est un cigare d'armoise qu'on rend incandescent et qu'on approche euh, de la peau, de ce que certains ont appelé, ont cru bon de devoir appeler des points d'acupuncture, hein. Mais comme il y a point d'acupuncture, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc en fait, les points, en fait, quand on dit tsue en chinois, c'est terrier. Enfin, c'est même pas terrier, en fait, c'est une cavité dans laquelle on ne connaît pas sa profondeur. Elle est sombre. On sait qu'il y a un truc, une bestiole qui vit dedans, mais on ne sait pas définir si c'est un blaireau, un lapin ou, je sais pas, un lézard, on ne sait pas. Il y a une bestiole. Et c'est donc une cavité qui est habitée. Et donc, si elle est habitée, c'est que la chose qui est dedans a une conscience. Et cette bestiole qui sort est pas idiote. Elle sait très bien que dans la vie, il y a des risques et il y a des prédateurs et des zones accidentées. Donc, cette bestiole, elle va sortir à un endroit par un terrier, ce que nous, on va appeler un terrier, et puis, hop, elle va ressortir à une autre, ou rentrer dans un autre, etc. Et à force de passer d'un trou à l'autre, ça crée des traces hein, sur la terre. La pelouse, elle est grignotée. Ça crée ce qu'on appelle, nous, en dans le langage de chasse, une coulée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'herbe, il y a de la terre, on se dit, oh, il y a un animal qui passe régulièrement par là. Comme quand il y a un petit trou aussi dans le bas d'une haie, hein, on se dit bien que c'est un animal qui l'a fait. Et c'est en fait, la bestiole, c'est l'énergie, le chi, et donc une conscience. Et à force que la conscience passe toujours au même endroit, ça crée une trace. Alors, quand les Occidentaux arrivent à mettre la main sur ce truc-là, il faut qu'ils rationalisent et qu'ils posent des limites et des barrières. Et donc, on va dire, il y a des canaux d'énergie. Non, il n'y a pas de canaux où l'énergie passe. Elle n'a pas besoin de canaux pour passer. Euh, Ça se fait juste de manière électromagnétique. En fait, c'est la polarisation qui fait ça. Et quand on comprend ça, on comprend que ce qu'on a appelé des méridiens sont en fait des coulées. Il faut comprendre aussi que c'est une vision inversée, c'est-à-dire que si je pars du principe qu'il y a des tuyaux, l'énergie coule dedans, elle n'a pas le choix. C'est faux. C'est l'énergie qui crée le passage. C'est complètement différent. Soit les tuyaux sont avant, l'énergie n'a pas le choix, soit l'énergie c'est de la conscience, elle crée elle-même le trajet. Un, l'énergie bouge. Deux, le trajet bouge. Ce qui est écrit dans les livres, antiquement, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'un trajet d'énergie qui bougerait pas, ça veut dire que euh, on se blesse, on se carifie, on pique, et ça empêche l'énergie de circuler. L'énergie, elle fait comme l'eau, elle circule comme une rivière. On met un gros rocher au milieu, elle se débrouille, elle passe sur les côtés. Si tu veux boucher la rivière, tu vas créer un amoncellement, et puis cette eau-là, en fait, elle va passer sur le côté et elle va envahir le territoire d'à côté. Alors, s'il y avait une autre rivière qui éventuellement passait en sens inverse, comme ce qu'on appelle les méridiens, là, on pourrait dire que il peut y avoir une gêne, il peut y avoir une influence. C'est possible. Et ça sort du fait qu'on dise que tout est figé. Les points, c'est à cet endroit-là? Non. Les points, quand on les pique, on a intérêt à pas se planter parce que si tu es à un demi, on va dire à 1 millimètre près,
Tu vas faire saigner, tu peux toucher un nerf, tu peux toucher une gaine, tu peux toucher quelque chose de vital. Et donc, c'est dangereux. Avec les doigts, il n'y a pas de danger. Si l'énergie fonctionne en circulant dans des canaux bien précis, qu'on appellerait les méridiens, par exemple, tu es à côté, tu n'es pas dedans. Bah, l'énergie est idiote, elle bouge pas. Alors, c'est pas, ah non, non, c'est pas au bon endroit. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que en développant la qualité de toucher dans la pulpe des doigts, on arrive à sentir si ça passe ou pas. On arrive à sentir si ça bat ou pas. Et c'est un contact très léger, très subtil, pas appuyé du tout. Et on sent si ça circule. Euh, Mon père m'a empêché de rayonner depuis l'âge de 6 ou 8 ans les principes énergétiques. Non, très bien. Seulement, il m'a quand même appris une chose. C'est que quand on pose les doigts sur une gaine électrique, on peut arriver à sentir si le courant passe sans pour ça prendre une châtaigne en mettant sur le cuivre. Il y a une légère vibration. Ça, c'est comme si on percevait un micro-frottement dans les doigts. C'est bizarre. Alors, c'est aussi à chacun de développer ses sensations par rapport à ça, de les affiner pour être de plus en plus réceptif. Et c'est ça qui va nous donner une qualité de toucher. Et quand on a cette qualité de toucher-là, alors, je reprécise, c'est accessible à tout le monde. Nous sommes tous nés avec ça. C'est pas j'ai un don particulier, j'ai un talent, on me l'a transmis de père en fils depuis 4 générations. Non, non, vous y connaissez rien. Si vous n'avez pas le cerveau complètement obturé par le bac+12, vous êtes capable de le faire. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend très, très facilement. Ça s'apprend par l'expérience, en fait, hein. Mais si vous avez des chats, si vous avez des chiens, des animaux, des trucs qui marchent à deux pattes, genre, je sais plus, les enfants, voilà, eh ben, c'est pareil, vous pouvez les toucher, c'est interdit par la loi, mais en fait, non, la loi naturelle qui préexiste avant la loi des hommes, c'est le toucher. On est des mammifères, on se touche, voilà. Et donc, en fait, quand on pose un doigt sur ce qui est un terrier, on sent si la bébête, elle est là ou pas. Est-ce qu'elle veut sortir ou pas? On peut la titiller un peu. Si elle est curieuse, il aura peut-être fallu que je dise aussi que j'étais moniteur de plongée pendant 12 ans. Et en fait, quand on taquine le poulpe, en fait, on met le doigt, et puis on met la main, et puis tout doucement, hein, très très légèrement, c'est un animal très doux et très farouche. Et en fait, c'est lui qui va venir avec un de ses tentacules juste toucher. Et puis s'il aime, il va venir frotter un peu, et puis après il va enlacer. Et puis tout d'un coup, il a envie de jouer. Et ça y est, le contact est créé. On pose le doigt, et la bestiole qui est dans le trou, elle va avoir envie, elle va être curieuse, elle va venir. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On fait un appel d'énergie, juste avec la présence du doigt. L'énergie de la personne, elle répond, elle vient. Comme quand on fait de la soudure, ça fait un arc. Il y a un appel et donc il y a un échange. Et donc, dans cet échange-là, pourquoi il y a échange? La personne qui vient et qui reçoit, dans quel état d'esprit elle est? Vision allopathique, même chinoise, tu viens, tu payes, tu t'assois, tu te couches, on te pique. Tu te casses, tu dégages, on reprend notre matériel, si on veut, on l'aseptise un peu, et suivant. Quelle conscience? Là, c'est pas grave, parce que la personne reviendra. Elle va être soulagée. Elle va revenir. C'est génial. Le bandit manchot. Mais tout d'un coup, si on commence à lui expliquer d'où ça peut venir, qu'est-ce qui est en train de se jouer, euh, on va pas poser d'étiquette en disant c'est telle maladie, c'est tel problème, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas ça. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder les circuits énergétiques qui sont touchés et de nous dire à quoi ça correspond de manière symbolique. Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui te touche dans ta vie? Qu'est-ce qui te t'interpelle? Qu'est-ce qui te gêne en ce moment? Ou depuis beaucoup plus longtemps? Et qui ralentit un des systèmes. 12 systèmes de chaque côté, ça en fait 24, mais
globalement 12 systèmes qui vont être utilisés. Ce sont les mêmes qui sont utilisés en acupuncture, hein, bien sûr. Mais ce qui va être intéressant, c'est la qualité du contact qu'on pose sur la personne. C'est-à-dire, quelle est l'intention? J'ai une intention. Quelle est cette intention? On va retrouver des termes de l'acupuncture, hein, tonifier, disperser, etc. Mais ça reste encore tonifier, disperser, stabiliser. C'est accélérer, freiner. OK. Et si on mettait autre chose? Et si on mettait une intention de pacification, une intention d'écoute, une intention de prise en charge, une intention, j'ose même plus dire bienveillante, parce que maintenant la bienveillance, c'est comme la gratitude, hein, on tartine ça, c'est comme les confitures, ça déborde de partout, quoi. Mais vraiment veiller au bien, au bon et au beau de la personne. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir se passer quelque chose. C'est-à-dire que cette intention, qu'on pourrait qualifier d'intention pure, quel nom lui mettre? En acupuncture, on utilise le fer et le feu. Ben, qui a vécu par le fer et par le feu, périra par le fer et par le feu. C'est un vieux dicton romain qu'on connaît bien. Mais alors, si cette intention, c'était de l'amour, et qui vit par l'amour, mourra par l'amour? Peut-être. J'ai pas la réponse, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît mieux. Et moi, j'ai toujours eu la sensation, dans ces pratiques-là, dans cette pratique, ces pompeux pratiques impériales chinoises. Bon. Tout ça pour dire quoi? C'est que on traite pas le menu badaud de la même manière qu'on va tripoter un aristo. Donc, le mandarin, le prince, le courtisan, la courtisane, etc. Derrière un moucharabier, derrière une tenture, derrière un voile, on la voit pas. Ça, c'est la légende. Mais c'est quand même le cas dans la médecine impériale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une fois que la personne qui est cachée euh, se sent, j'adore ce mot, c'est résonance. La résonance, c'est quand deux fréquences vibratoires arrivent à coïncider et tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui se passe. Vous prenez deux instruments, deux violons, accordés de la même manière. Vous pincez une corde de l'un et c'est l'autre qui va résonner aussi. Ils rentrent en résonance. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, mais qu'on ne sait pas trop comment utiliser. Mais en fait, les Chinois s'en fichent, ils n'ont pas besoin de savoir comment ça marche. Il suffit simplement qu'on sache que ça fonctionne. Et donc, quand on arrive à faire rentrer mon corps avec le doigt de l'autre personne en résonance, à un endroit où la conscience va générer des images, des symboles euh, et plus de clarté, en fait, c'est ça le maître mot, hein, c'est vraiment la clarté. Plus on va éclairer, plus ça va être limpide pour la personne qui a le problème de se repérer au quotidien, de se prendre elle-même le doigt dans le pot de confiture, de poser un regard bienveillant sur elle-même, ne pas se culpabiliser, ne pas se sentir en faute, ne pas se dire ah, je suis nul, je vaux rien. Et encore, je tempère mes mots parce que les gens que j'entends ont des mots beaucoup plus durs envers eux-mêmes que ça. Très, très dégradant, très dénigrant, enfin, c'est grave, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, c'est grave, quoi. Voilà. Parce que c'est important que ce soit grave. Parce que vous comprenez bien, je comprends bien que si c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Mais si ça n'a pas d'importance, ça veut dire que moi, la victime, je n'ai pas d'importance. Mais ça veut dire que mon monde s'écroule. Mon mode de fonctionnement s'écroule. On a vu il y a peu de temps avec mon fils, on a revu Kirikou. Et à un moment donné, le sage des villages dit à Kirikou, si tu lui retires à la méchante sorcière l'épine qu'on lui a plantée dans le dos, elle va se défendre, elle va se rebeller. Parce que, en fait, au moment où tu vas retirer l'épine,
Elle va avoir la mémoire de sa souffrance au moment où on lui a planté qui va rejaillir. Et pour rien au monde, elle n'acceptera ça. Tu dois la prendre par surprise. Donc ça, c'est intéressant parce que en fait, on a un intérêt à parler bien, plein de bénéfices secondaires. Alors je sais que je vais choquer des gens, mais c'est pas pour vous faire du mal que je dis ça. C'est vraiment pour vous dire, il y a un autre regard que vous pourriez porter sur ce que vous vivez. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'invite d'autres personnes à faire. Il y a des résultats. J'ai pas dit que ça marche tout le temps, hein, c'est pareil, hein, c'est pas une panacée. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on décide de fonctionner une bonne fois pour toutes avec la conscience, on arrive à régler ses propres problèmes soi-même. Que quand on ne le fait pas, on est toujours tributaire d'une vision extérieure qui est toujours parcellaire et pas forcément la vôtre, adaptée à ce que vous vivez, à la façon dont vous le vivez. Mais par contre, le cerveau humain, il a l'habitude, il a des habitudes. Et ces habitudes, c'est des autoroutes de pensée. Et on pense toujours de la même manière. Un autre regard, c'est aussi inviter à parcourir les départementales, aller faire un petit tour sur les chemins vicinaux, peut-être lâcher la voiture, mettre les chaussures de rando et se confronter directement à la nature, à sa propre nature, pas selon la vision de l'autre, mais selon la sienne propre. Et là, on est vraiment dans une aide thérapeutique. Et là, c'est important d'utiliser le mot thérapeute. Pourquoi? Des thérapeutes et des logs, enfin les peutes et les logs, il y en a beaucoup. Et plus ça avance, plus il y en a, parce que ça se développe, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute à l'origine? Therapeion en grec, c'est l'écuyer. Donc, un, il porte l'écu dans son dos pour son chevalier. Et s'il a un chevalier, c'est qu'il y a un cheval. Et s'il y a un cheval, eh ben, ça veut dire qu'il y a des étriers. Mais s'il y a un cheval, c'est plus haut qu'un chevalier. Donc, le thérapeute, il met ses mains comme ça, et il fait la courte échelle au chevalier pour qu'il puisse monter sur l'engin, sur le quadrupède. En aucun cas, l'écuyer, il dit au chevalier, bouge pas, je monte à ta place, c'est moi qui vais faire le boulot. Non. Et l'écuyer, en fait, il reste derrière, en se disant, pourvu qu'il tombe pas. Donc, si on est thérapeute, on se dit, je te mets le pied à l'étrier, tu viens et tu m'as donné les clés du pouvoir sur toi-même. J'en veux pas. Moi, je vais te les redonner. Je vais t'apprendre à t'en servir. Pour toi, sur toi-même. Deviens autonome, indépendant et libre. Sois pas tributaire. Et quand le chevalier il a l'habitude de monter sur son cheval tout seul, il a déjà accroché l'écu sur le pommeau de sa selle, la lance est pas très loin, et il va pouvoir se lancer dans le tournoi de la vie. Il rencontrera peut-être personne d'ailleurs, hein. Il n'y a pas besoin de se faire des ennemis dans la vie, hein. C'est pas une nécessité absolue. Et voilà, ça, thérapeute, c'est ça. Donc en fait, le but de l'écuyer, c'est de disparaître le plus vite possible pour laisser le chevalier vivre sa vie tranquillement et aller voilà, sauver la veuve et l'orphelin, etc. Merci, merci Jean-Michel. C'est une source intarissable dès que la voie est ouverte. Euh, donc, euh, j'ai eu envie de t'inviter sur cette thématique du Tao aujourd'hui euh, parce que dans ces chemins qu'on emprunte, donc là, tu as parlé de dev perso, par exemple, dans lequel tu as navigué aussi pendant voilà, un certain temps. Euh, du coup, on aura l'occasion d'en reparler. Et justement, dans ces chemins qu'on emprunte dans la connaissance de soi, où on peut se perdre avec des chemins déviants, des informations incomplètes, des informations qui nous font tourner en rond, j'ai eu ce sentiment qu'avec la voie du Tao, on a cette sensation de réunification. Est-ce que tu peux nous faire toucher du doigt ça, parce que c'est tellement vaste qu'on ne pourra évidemment pas aller dans les détails, mais au moins nous faire toucher du doigt dans le temps de cette vidéo,
nous donner ces informations-là par rapport peut-être aux quatre éléments qui sont communément répandus, alors que le Tao nous emmène avec cette association des cinq éléments. Est-ce que tu peux nous emmener là-dessus? Pourquoi pas? Euh, les quatre éléments qu'on connaît habituellement sont des éléments pneumatiques, hein, qui sont liés à la Grèce. En fait, dans la vision chinoise, cinq éléments alors déjà, c'est pas des éléments. C'est la même chose, hein, c'est toujours pareil. C'est pas facile. Faut comprendre. Il faut pas jeter la pierre sur les traducteurs, sur les premiers, c'était les jésuites, hein. C'est compliqué. Un idéogramme chinois. Alors déjà, les Chinois n'écrivent pas, ils dessinent. Donc, il n'y a pas de caractère chinois. Il y a des idéogrammes. Et gramme, c'est écrit, mais idée, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, quand on essaie d'écrire une idée, c'est toujours tendancieux parce qu'il n'y a jamais une interprétation. Il y en a plusieurs, souvent trois, euh, et c'est pas simple. Et alors, quand on prend deux idéogrammes et qu'on les associe, alors là, tout est possible. Donc, les premières personnes qui ont traduit, elles ont eu le mérite de se coller au travail et c'était pas simple. La question, c'était quoi? La question, l'approche, c'était d'exprimer d'où provient ce sentiment de Ouais. réunification lorsqu'on approche la voie du Tao. Donc, c'est ça. Donc, en fait, par rapport aux cinq éléments, si tu veux, 5, s'il y a 5, c'est qu'il y a eu 4. S'il y a eu 4, c'est qu'il y a eu 3. S'il y a eu 3, c'est qu'il y a eu 2. S'il y a eu 2, c'est qu'il y a un. Et s'il y a un, c'est surtout qu'il y avait zéro. Zéro, c'est le chaos primordial. Rien n'existe dans l'univers, il n'y a jamais eu de Big Bang. Bon, quand les scientifiques accepteront de nous dire la vérité, on comprendra que ça évitera d'infuser des tas de trucs euh, aux enfants et de leur nourrir des principes comme quoi on est déjà allé sur la Lune. Mais c'est pas grave, ça c'est un autre sujet. Le un, c'est l'unité fondamentale. Les Chinois adorent les chiffres, ils ont compris depuis très très longtemps, comme les plus anciennes civilisations de la Terre, que la première chose pour laquelle le mot science a été utilisé sur Terre, c'est la numérologie. Il n'y a jamais eu d'autres sciences avant. Donc 1 jusqu'à 12. Donc, ils savent très bien depuis des milliers d'années que l'univers se calcule sur une base duodénaire, donc chiffre 12, base 12. Base 10, on ne comprend pas. On arrive à calculer certains trucs, pas mal, beaucoup même, mais pas tout. Et tout ce qui devient subtil et complexe, en base 10, ça marche plus. Donc, c'est la base 12. Donc, 12. Le Tao, bah, ça fait juste 4000 ans. Je n'ai pas dit qu'on a 4000 ans de retard, hein. Mais voilà. En tout cas, c'est comme ça. Et donc, l'unité primordiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je conçois que l'autre, les autres, l'expérience, le champ de vie, le contexte, l'environnement, tout ça, c'est déjà moi. La différence entre un occidental et un oriental, c'est qu'un occidental, il est capable d'utiliser un gros mot comme nature. C'est extraordinaire. On ne peut qualifier une chose de nature que si on s'en extrait. Je dis que ça, c'est de la confiture. Bah, c'est évident que je suis pas dedans. Parce que si j'étais dedans, dans le pot de confiture, je verrais pas que c'est de la confiture, je serais noyé dedans. Donc l'occidental, il est à l'extérieur de la nature et donc il la nomme nature. La nature n'a jamais existé. La nature, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bienveillante ou malveillante. La nature, c'est la nature. Mais la nature n'existe pas. Les choses sont ce qu'elles sont. Et elles sont déjà en moi. Donc, rentrer en résonance, chercher à rentrer en résonance avec ce qui est à l'extérieur de moi, simplement, sans essayer de juger, de discerner, dur, mou, chaud, froid, juste quelle sensation j'ai. C'est complètement différent. Cette approche, elle m'intègre à tout ce que je vis dans le lieu où je vis. Et dans cette notion d'unité fondamentale, vivre ou mourir n'a absolument aucune espèce d'importance comme question à se poser. Par contre, comment je veux vivre, ça c'est différent.
Peut-être que ça durera pas. Il y a de grandes chances d'ailleurs que ça dure pas. Mais, en tout cas, comment je veux vivre, ça, je peux quand même avoir un impact là-dessus. Et donc le décider, un vrai choix. Un, la grande unité, on va aller plus vite, hein. Euh, on va brosser ça rapidos. Euh, Deux, un yin un yang, c'est le Tao, donc la dualité. Un, c'est bien, quand on vit dans le un, rien ne me touche, hein, je suis inatteignable. Ça veut dire qu'il me faut une planète pour moi tout seul. Euh, Difficilement envisageable. Alors, je crois qu'il y en a qui ont quand même envie de ça, parce qu'apparemment, ils pondent des trucs, ils ont envie de réduire un peu. Euh, et deux, en fait, c'est la dualité. C'est avoir accepté le principe d'être incarné sur Terre et que ça confronte. Pourquoi? Parce qu'il y a moi et l'intérieur de moi et l'extérieur de moi. Déjà. Ça, c'est la première confrontation. Et puis, il y a cette première loi qui nous tombe dessus, qui est extrêmement grave. Bah, c'est la gravité. Hein, parce que s'il n'y avait pas la gravité, les pieds ne toucheraient pas le sol. Et pourquoi on appelait les Chinois les Célestes? Ils s'appelaient dans le temps les Célestes. Bah, tout simplement parce que, ils ont remarqué une chose. Le ciel commence à ras de la terre. Donc le ciel commence sous les pieds. Donc ça veut dire qu'ils vivent dans le ciel. On ne peut pas nous appeler des terrestres. Parce que si on était des terrestres, on vivrait sous la terre. Donc nous sommes des célestes. Donc voilà. C'est pas parce qu'ils ont la tête comme un melon, hein. C'est juste qu'ils sont pas idiots, ils observent et ils ne s'excluent pas du truc. Et ils se disent, mais on est dans le ciel. Donc on est des célestes. Voilà, donc ce sont des corps célestes. Et on rejoint toute cette fantasmagorie autour de la poussière d'étoiles, nous sommes humains, etc. Mais bien sûr, c'est OK, c'est pas la peine d'en parler puisque c'est un fait. De la dualité, l'opposition, complémentarité. Tout ce qui s'oppose à moi vient me compléter. Donc en fait, mes vides attirent les pleins de l'extérieur. Si je comble mes vides, j'attire plus rien. Mais si j'attire plus rien, il y a scission entre yin et yang et je suis mort. Et c'est pas le but. Et des vides, il y en aura toujours. Il faut des milliers de vies. Nous avons tous déjà des milliers de vies, et donc c'est pas la peine de se prendre le chou avec ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne, on revienne, on revienne pour expérimenter des. Alors, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, donc il n'y a pas de gravité. Alors ça, déjà, quand il n'y a plus de gravité dans la vie, voilà. Alors l'opposition, l'événement qui vient me heurter, je me tourne, je pivote dans mon axe. Si je suis pas désaxé, j'ai un axe, et donc je le regarde passer. En même temps, je le touche. J'aime bien avoir des informations. C'est quoi? C'est dur, c'est mou, c'est chaud, c'est froid, c'est bien, ça pique, c'est doux, c'est mou, ça se mange. Non, et voilà, mais ça crée pas forcément un lien définitif avec la chose qui vient d'essayer de me percuter. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'elle a essayé de me percuter? Pas sûr. Peut-être que c'est moi qui l'ai attiré par ce phénomène électromagnétique d'aimantation. J'ai besoin de vivre ça et je l'attire et donc, ok. Ah, d'accord. Tout d'un coup, ce que je vais vivre est plus léger. Il y a moins de gravité. C'est plus léger. Si c'est plus léger, je ne vais plus l'élément perturbateur comme un ennemi, mais comme un vecteur d'information qui vient pour me donner quelque chose, une proposition. Qu'est-ce qui pourrait changer dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie, y compris mon regard, qui tout d'un coup pourrait changer, en fait, tout dans ma relation à cette chose. Bah, si cette chose nous embarrasse beaucoup, bah, ça peut vraiment nous soulager, quoi. Voilà, ça c'est deux. Après, il y a trois, le ciel, la terre et l'être humain, comment on se met en relation. Vous avez des gens qui partent tout de suite au boulot le matin, ils se réveillent, ils pensent au café, qui va être froid, zut, ils n'ont pas préparé la cafetière la veille au soir. Quand ils vont sous leur douche, hein, ils sont en train de penser à la ceinture de sécurité de cette saloperie de voiture qui va pas pouvoir, et le frein à main qui est coincé parce que pourvu qu'elle ne l'ait pas mis en prise, pourvu qu'elle soit au point mort, pourvu que... On n'est jamais à l'intérieur de nous-mêmes. Première chose à faire, se mettre en contact avec le ciel. Deuxième chose, se mettre en contact avec la terre. Et ensuite, s'harmoniser. Tout ce qui vit entre ciel et terre, comprendre que c'est moi. C'est pas moi, melon, c'est
L'autre, c'est moi. Tu es moi, je suis toi. Euh, mais pas dans les théories fumeuses de dev perso. Non, non. C'est l'autre, c'est vraiment moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à me dire? L'autre me dit quoi? Il me raconte mon histoire. Et tout d'un coup, j'ai pas perçu les choses comme ça avant. Mais parce que ça passe par une autre voie, tout d'un coup, ça y est. Ah, j'entends. J'entends et je comprends. Comprendre. Comprendere, prendre avec soi. C'est-à-dire intégrer à soi. C'est pas comprendre intellectuellement. euh, Moi, je l'ai fait comprendre intellectuellement. Vous voyez où ça mène? Voilà. Donc, j'aurais été moins couillon quand j'étais jeune. J'aurais dit, OK, je vais faire Tao tout de suite. Et hop, fini. Et là, j'aurais les longs cheveux noirs crempés que j'avais, couleur gêne. Mais c'est foutu. Voilà. Donc, bref, hein, pas psychoter. Prendre les choses simplement. Je comprends, c'est bien. Je comprends pas, c'est pas grave. Et c'est jamais grave. C'est vraiment important de comprendre ça. Et à partir de là, on est en harmonie entre le ciel et la terre et avec ce qui vit autour. C'est pas facile. C'est pas facile parce que dans la vie, on est confronté à beaucoup de choses. Et moi-même, quand je prends la voiture et qu'il y a ce couillon devant qui n'avance pas et qui prend son téléphone et qui bloque le rond-point et que je me dis, mais voilà. Mais c'est marrant de s'observer en train de râler, c'est marrant de s'observer en train de gueuler dans la voiture alors que personne ne peut entendre, et c'est hilarant de se regarder comme un espèce de pantin rigolo et de se dire, mais mon gars, t'es en train de te tendre et de te foutre dans un état qui touche personne, quoi. Ça regarde que toi. Et là, ben, si on a un petit peu d'humour et d'humilité, c'est génial, quoi. Ça passe. Voilà, ça c'est trois. Quatre directions, nord, sud, est, ouest, devant, derrière, à gauche et à droite. C'est important de savoir se repérer. On se repère par rapport à un centre. Et le 5, il est inclus, mais il n'est pas dit dans le 4. Et en fait, le 4, euh, allez, on va faire un peu de grec. Les Grecs nous ont piqué un truc aux taoïstes, hein, c'est la quadrature du cercle. Mais les Romains aussi, ils ont fait le coup, hein. Il y a le ruban de Mébius, voilà. Enfin, la roue de Lao Tzu, c'est quand même avant, mais c'est pas grave. En fait, pourquoi l'habitude? C'est simple. Vous dessinez un carré. Il y a quatre angles. Vous prenez n'importe quel endroit sur le carré, vous posez le doigt. C'est vous, dans votre vie. Et alors, vous avancez, et en vous retournant, vous voyez que l'angle qui était derrière s'éloigne, et vous voyez que l'angle qui est devant se rapproche. Ah là, c'est... Déjà, vous respirez, ça va mieux, hein. Et puis quand vous arrivez au point, vous vous dites, pff, d'où je viens? Waouh! Et après, vous dites, oh là là, où je vais? Pff, c'est loin aussi. Mais vous avez un point de repère, un point de départ, un point d'arrivée. Le point d'arrivée précédent, c'est votre point de départ maintenant, et qui va éventuellement vous proposer d'aller vers l'autre point. Alors, qu'est-ce que ça rassure? Un carré, un carré, un carré, un carré, quatre côtés, quatre. Vous savez, quatre en numérologie chinoise, quatre, nord, sud, est, ouest, carré, l'habitude, la stabilité, la rigidité, la morbidité. Quatre, c'est la mort. Vous allez dans un restaurant chinois, il y a des salles privées qui sont privatives, qui sont numérotées. Vous avez la 1, la 2, la 3, la 5, la 6. Il n'y a pas de 4. S'il y a un 4, elle sera vide et ce sera que pour les touristes occidentaux de passage. Vous allez dans un immeuble chinois, un hôtel, vous avez 120, 130 étages, mais il en manque un, le 4. Il n'y en a pas. Sauf pour les touristes, j'allais dire français, mais occidentaux. Parce que on s'en fout. S'il meurt, c'est pas. Alors, un Chinois, il préfère être au 50e étage. En cas d'incendie, il va descendre à pied. Alors que le blanc, on le met dans le quatrième étage. Lui, il a une chance de se sortir. C'est la superstition, c'est comme ça. Mais c'est la force du symbole. Et cinq éléments. Eau, bois, feu, terre, métal. Les Chinois, ils ont. On comprend bien que c'est pas facile de comprendre.
Et donc, il faut donner des perches, il faut tendre des perches, il faut donner des idées, des supports. Et il n'y a rien de tel que l'image. En chinois, il y a Xiang. Xiang, c'est un truc dégueulasse qui pue. C'est la carcasse d'un éléphant mort. Il reste les os, la peau dessus. Ça pue tellement que les charognards sont venus, ils ont ouvert, ils sont rentrés, ils ont bouffé tout ce qui était à l'intérieur, mais ils ont laissé les boyaux parce que c'est pas bon. Ils ont mangé que la chair. Et donc ça, on voit le truc et on n'a qu'une envie, c'est de partir très loin. Parce que ça pue, c'est dégueulasse, c'est pas beau à voir, et puis ça rappelle la mort. Voilà. En fait, si on reste à côté, on regarde, on ferme les yeux, on intègre, on comprend prendre avec soi, et puis on regonfle la dépouille. Elle prend plus de volume, elle se redresse, elle commence à s'agiter, elle commence à se déplacer, elle rejoint ses congénères, et elle va avec sa trompe prendre des fruits dans les arbres et manger avec. J'ouvre les yeux, je vois toujours la carcasse, la dépouille, elle est bien là, elle est morte. Les charognards l'ont mangée. La différence, c'est que je ne suis plus la même personne à partir du moment où la carcasse n'était qu'une carcasse et à partir du moment où j'ai fait l'effort d'image à l'intérieur de ma tête, de la voir vivante. Comment elle était quand elle était vivante. Ça, tout d'un coup, ça me transforme. Eh bien, le symbole, il est là. C'est-à-dire que, en fait, les Chinois ont compris qu'en prenant, on pouvait regrouper toutes les choses de l'univers, de la vie telle qu'on la conçoit, dans 5 grandes images fourre-tout. On va pouvoir s'en servir pour la cuisine, on va pouvoir s'en servir pour soigner, on va pouvoir s'en servir pour faire de la peinture, pour faire de la musique, on va s'en servir dans tous les domaines de la vie et pour expliquer les phénomènes de la vie, et y compris la psychologie, l'effet de la psyché sur le corps, la relation entre les sentiments et les émotions, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on ne parle d'émotions difficiles à gérer. Ben non. Et motion, ex, motio, mouvement vers l'extérieur. Ben, laisse sortir, hein. Il n'y a pas à gérer des émotions. Les émotions, l'émotion est un déchet d'un excès de sentiments mal gérés. Alors gérons les sentiments. Comment on gère les sentiments? En changeant le regard, en posant un autre regard sur les choses. Là, ça y est, tout d'un coup, on désamorce. euh, Qu'est-ce qu'on désamorce? Bah, juste ce qu'il y avait avant, des habitudes. Eau, bois, feu, terre, métal. Magnifique. Merci. C'est passionnant, hein. C'est passionnant d'entendre de voir les images en même temps que tu parles. Voilà, ça nous fait intégrer des nouvelles, des nouveaux regards, justement. Beaucoup de poésie, d'images, d'équilibre, d'énergie, de respiration dans tout ce que tu nous transmets ici. On n'a pas parlé d'arts martiaux, mais voilà, ça, c'est aussi, voilà, hein, on peut voir voilà, tout ce qui est autour de toi. On aura l'occasion de déployer plus largement tout ça, Jean-Michel. Pour Alors, finir, juste une précision. Moi, déjà, je suis pas maître d'arts martiaux, hein. Je suis un petit prof de Taoyin. J'enseigne ça depuis 20 ans. Euh, j'ai appris avec un maître, enfin, ce que nous, on a bien appelé un maître, quoi. Voilà. Parce que Shifu, les jésuites, on traduit ça par maître parce qu'il leur faut des maîtres, quoi. Mais je fais plus d'un maître, donc c'est une blague de mon prof, hein, c'est pas la mienne, hein. Voilà. Mais lui, il insiste énormément sur le fait que Martial n'a jamais existé. Ça, c'est important. Euh, il y a des activités destructrices, comme la boxe, le pancrace, des choses qui datent de la Grèce antique. Il y a des trucs très subtils, comme le MMA, par exemple. Euh, Nous, enfin, les Chinois faisaient ça il y a longtemps. Ils mettaient 2 criquets, 2 grillons dans une cage et ils faisaient se foutre dessus, quoi. Euh, En Indonésie, j'ai vu aussi des combats de coqs, hein. Il y a encore des gens qui pratiquent la corrida. Enfin,
Non, on se pose pas de questions, on continue quand même à se taper dessus, c'est vachement bien. Enfin, je comprends pas. Donc en fait, une des premières choses qui m'a apprise, c'est que passé un certain nombre d'années à pratiquer, on comprend qu'il y a autre chose à faire, je le cite, que de jeter les gens par terre et leur taper dessus. Donc martial n'a jamais existé. On a traduit ça parce que ça nous arrangeait bien, parce que martial, c'est relié à l'aspect militaire des choses. Et que quand on est militaire, on combat, et que quand on combat, il faut bien avoir quelques petites astuces, sinon on fait pas long feu, quoi. Mais à l'origine, c'est pas ça du tout. Lui, il appelle ça les arts chevaleresques. Pourquoi? Parce que un chevalier s'était fait initialement pour défendre les faibles contre les puissants. Et ça veut dire que aujourd'hui, on a l'inverse dans notre société. C'est-à-dire que les puissants sont de plus en plus puissants sur de plus en plus de monde, et eux, les puissants, sont de moins en moins nombreux. On ne sait pas ce qu'ils veulent vraiment. L'arc chevaleresque, en fait, il replace l'être humain au centre de sa vie, à agir pour le bien, pour le bon et pour le beau, mais pas que pour lui, pour les autres aussi, en rapport avec les autres, en harmonie avec les autres. L'harmonie, il n'en faut pas trop, parce que sinon ça ronronne et ça bouge pas. Mais on a vu, l'harmonie fait partie de la quadrature. J'ai parlé du carré tout à l'heure, il faut passer au cercle. La solution du sortir du carré, c'est le cercle. Quand on est dans le circulaire, il n'y a plus d'angle. Et les repères dont on avait besoin avant, qui étaient à l'extérieur de nous-mêmes, en fait, ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme ils sont à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a plus besoin du monde extérieur comme repère. On se repère par rapport à soi, par rapport à nos propres valeurs à nous. Et dans ce cas-là, oui, on est dans l'art chevaleresque. Donc on n'est pas du tout dans, dans ces pratiques chinoises, avec instruments peut-être, des fois aussi. On n'est pas du tout dans la volonté de détruire l'autre. Ça peut se faire, bien sûr, ça peut se faire. C'est qu'une extrême. Et c'est les extrêmes qu'on cherche à éviter, justement. La voie chinoise, c'est l'équilibre du juste milieu. On prend une extrême, on prend l'autre extrême, et si on a ces deux extrêmes, là, on peut trouver le juste milieu, c'est l'équilibre. Et on sait très bien qu'on n'aura jamais un équilibre parfait, durable. Donc cet équilibre sera toujours en déséquilibre. Eh bien, cette recherche de l'équilibre, sans jamais l'atteindre, c'est ça qui amène à quelque chose de beaucoup plus pacifique. Ça me semble parfait pour terminer là-dessus, hein. Je te remercie infiniment, Jean-Michel, d'avoir accepté ce temps-là et on se reverra probablement très bientôt. Bah, c'est moi qui te remercie. Et puis, ça m'a fait très plaisir. Ça fait ça fait des années, en fait, hein, que je te dis non. Et puis, bah, j'ai fini par dire oui. Merci, à bientôt. Merci à toi. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander exactement. Alors vas-y, j'aimerais qu'on termine comme ça. Comment? Comme ça? Oui. Est-ce que c'est Bon. droite ou gauche que je fasse pas de bêtises? Alors, pour les hommes, ça, c'est le soleil. Ça, c'est la lune. Donc pour les femmes, c'est l'inverse. Or et argent. Pour la femme, Parce qu'on est inversé, alors je ne sais pas de quel côté. C'est à voilà. droite. Alors que les femmes, c'est point gauche, main droite. Et en fait, c'est simple, ça veut dire le yin et le yang. Le yin, c'est la poutre fêtière qui soutient le toit. Le yang, c'est le toit qui protège la poutre fêtière. Le yin, le yang. Il y a aussi les hommes et les femmes qu'on a cherché à mettre dans un sac. Une femme, c'est yin, un homme, c'est yang. Non, une femme, c'est plutôt yang, plutôt yin, et un homme, c'est plutôt yang. Mais vous avez des femmes très yang. Si elles sont avec un homme très yin, ça va aller. Mais un homme très yang et une femme très yang, bzz, bzz, ça va exploser. Une femme très yin, c'est génial. Avec un homme très yang, c'est parfait. Mais une femme très yin avec un homme très yin, ils vont causer tricot. On est tranquille, ils vont pas se reproduire, hein, tout va bien. Ça va pas être très fertile, quoi, dans tous les sens du terme. Donc, voilà.
Donc, pour les hommes, c'est point droit, poutre faîtière, et puis le toit de la main gauche. Et pour les femmes, c'est le point gauche et le toit, c'est la main droite. Mais il y a autant d'énergie yin que yang dans chaque être humain, et c'est plutôt ce qui est intéressant, c'est à quel moment, dans quelles circonstances, on va adapter cette faculté d'utiliser l'un comme l'autre dans des mélanges qui nous conviennent en fonction de la situation. Il n'y À a pas de bon bien, entendeur. il y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout va bien, quoi. Voilà. Merci, donc je fais le salut. Merci infiniment, Jean-Michel. À bientôt. Merci beaucoup à toi. Je suis absolument certaine que des balises de vérité se sont allumées à l'intérieur de vous le temps de cette vidéo. Vous l'avez compris, Jean-Michel Baucher est un homme qui aime le sens et l'origine. C'est pourquoi vous serez probablement amené à le revoir sur la chaîne dans d'autres conditions. Je vous remercie infiniment pour vos regards et vous dis à très bientôt sur Calcédoine.